Bonjour Anne Désiné, merci d'être avec nous. Vous Merci. êtes professeur émérite à Paris-Nanterre. Votre dernier ouvrage, Les juges contre l'Amérique, s'est paru aux presses universitaires de Nanterre. Sur ces 100 premiers jours de retour à la Maison-Blanche, quel fait, quelle image, quelle déclaration vous a le plus surprise? Le fait qu'il arrive préparé et que ce ne sera pas la même chose que le premier mandat. Tous ceux qui ont dit c'est pas grave, c'était pas si grave le premier mandat, là il arrive préparé, il a des troupes qui lui obéissent au droit et à l'œil, et surtout il n'a que faire de la Constitution. Ce qui est quand même frappant, c'est qu'alors qu'il a la majorité, petite mais une majorité au Congrès, il n'essaie même pas de faire adopter la moindre loi, il fait tout par décret. Et 140 décrets en 100 jours, quand on fait les chiffres, ça fait comme ça, alors que les autres présidents sont à 15-20 dans les 100 premiers jours. Donc, cela veut bien dire qu'il fait fi de ce qu'on appelle la primauté du droit, qui n'est pas tout à fait notre état de droit, mais c'est un peu cela, de la Constitution. Il veut sa révolution. On ne sait pas très bien ce que c'est comme révolution, mais manifestement, il veut la révolution. Et une partie de cette révolution, c'est la revanche. On en reparlera plus longuement dans un instant. Un mot plus globalement sur ces 100 jours. Est-ce que pour vous, il y a des choses marquantes, concrètes qu'il a établies, Donald Trump, qu'il a fait adopter, même si c'est par décret, ou est-ce que ça reste beaucoup de com'? Oui, en fait, si on exclut le fait qu'il a gracié les 1500 personnes qui ont été condamnées pour l'insurrection du 6 janvier, y compris ceux condamnés à 20 ans de prison, tout le reste, il n'y a pas grand-chose. Il y a beaucoup de bruit, mais c'était son but. Il voulait que tout le monde soit en état de choc. À cet égard, il a bien réussi, y compris les démocrates qui, pour le moment, ne semblent pas réagir. Mais même nous, c'est difficile de savoir à quoi s'intéresser quand les choses vont tellement vite. Mais prenons peut-être deux exemples. Avec Musk, ils ont dit « nous allons réduire le déficit budgétaire de 2 trillions, c'est-à-dire 2000 milliards de dollars ». Bon, au bout de 3 mois, peut-être Musk a-t-il économisé 150 milliards, donc pas 2000 milliards, 150. Et encore, je pense que de 150, il va falloir déduire parce qu'ils ont été obligés de réintégrer du personnel et ça coûte cher de réintégrer du personnel. En revanche, ils ont très bien réussi ce que voulait la droite radicale, ce que voulaient les milliardaires, c'est-à-dire l'État, les agences, les ministères sont démantelés. Il faudra des années pour reconstruire. Donc, quelque part, c'est un succès. Le deuxième exemple que je peux donner, mais on peut continuer sur ce premier point si vous voulez, c'est l'immigration. Sur l'immigration, il a très bien réussi par la terreur. Il n'y a pratiquement plus personne qui franchit la frontière depuis le Mexique. À cet égard, c'est un succès, mais c'est un succès parce que les démocrates ont été nuls. Ils ont, c'est vrai, laissé tout ouvert, créé un appel d'air et dit on ne peut rien faire, on ne peut rien faire. Donc là, il marque une vraie victoire. Mais sur les expulsions, voilà, on en est loin. Oui. En revanche, il avait dit je vais expulser 12 millions d'illégaux. Il en a peut-être expulsé, allez, on dit 200 000, 300 000, oui. Mais pas, comme il avait dit, des criminels. Des gens dont il n'est absolument pas avéré que ce sont des criminels. Et la plupart d'entre eux n'ont pas eu de passage devant le juge, qui est une garantie constitutionnelle, le fameux due process. On a le droit de passer devant le juge. Donc, il les expédie dans un pays dangereux, mais sans aucune des garanties. Et donc, c'est mauvais pour l'image des États-Unis. Donald Trump qui a apporté à la Maison-Blanche une nouvelle manière de gouverner. Vous le disiez, il se place vraiment au-dessus des lois et abuse des décrets. Florent Rodeau nous en dit plus et on revient pour la discussion. Il s'agit d'un principe fondamental de la gouvernance américaine. Aux États-Unis, l'équilibre des pouvoirs est conçu pour empêcher une seule personne d'en exercer trop. Mais au cours des 100 premiers jours de son second mandat, Donald Trump a largement réussi à déjouer ce système. Dès le premier jour, et comme il l'avait promis pendant sa campagne, il passe à l'action en signant un très grand nombre de décrets. L'un des tout premiers fait polémique. Le président américain gracie quelques 1500 insurgés condamnés pour l'attaque du Capitole. Les démocrates sont vent debout. Donald Trump tente ensuite de s'en prendre au droit du sol pour les descendants de personnes en situation irrégulière, mais son décret est bloqué dans plusieurs États. En tout, plus de 100 décrets sont signés en 100 jours. Le locataire de la Maison-Blanche se démarque aussi de ses prédécesseurs en ignorant plusieurs décisions de justice, notamment celle de la Cour suprême, la plus haute juridiction du pays, lorsqu'elle ordonne de rapatrier Kilmar Abrego Garcia aux États-Unis, un Salvadorien expulsé par erreur et renvoyé dans son pays d'origine. Une mise en cause du système judiciaire qui s'accompagne d'une pression toujours plus forte sur les juges.
À plusieurs reprises, Donald Trump menace de destituer ceux qui iraient à l'encontre de ses idées. C'est le cas de James Boasberg, qualifié de fou radical de gauche pour avoir ordonné l'arrêt temporaire de l'expulsion de membres présumés de gangs vénézuéliens. En parallèle, 2 juges sont arrêtés par les autorités fédérales, accusés d'interférer avec l'agenda de son administration en matière d'immigration. Également dans le collimateur, le département de la justice, où de nombreux avocats expérimentés ont été licenciés sans explication. Leur point commun, la plupart ont travaillé sur l'invasion du Capitole par des pro-Trump, l'un des jours les plus sombres de la démocratie américaine. Arrêtons-nous, Anne-Désine, sur sa gouvernance d'abord. On entend tout, hein. Pratique agressive du pouvoir, présidence impériale, un roi au-dessus des lois. C'est vrai qu'il a une manière bien à lui, de penser sa fonction. Il s'appuie sur l'article 2 de la Constitution, Donald Trump. Il le dit lui-même. Cet article me donne le droit de faire ce que je veux comme président. Est-ce qu'il a une vision biaisée des textes fondateurs de l'Amérique ? Alors, si l'on pense aux pères fondateurs, les pères fondateurs voulaient éviter la tyrannie. Donc, ils ont bien prévu qu'il y avait ce qu'ils appellent checks and balances, des freins et contrepoids, c'est-à-dire que l'article 2, c'est-à-dire l'exécutif, n'est pas à l'abri de contrôle, soit du législateur, soit du judiciaire. Ça, c'est la vision normale. Mais depuis un certain temps, les républicains ont cherché à accréditer la doctrine qu'ils appellent de l'exécutif unitaire. Et en vertu de cette approche, l'exécutif, donc l'article 2, serait complètement isolé et pourrait faire ce qu'il veut. Donc Trump peut limoger les directeurs d'agence, alors qu'a priori ils sont nommés pour un certain nombre d'années et ne peuvent être révoqués que for cause, c'est-à-dire pour une cause légitime, un motif grave, etc. Et il peut agir par décret, il peut tout faire. Donc en fait, il y a une branche du Parti républicain qui depuis longtemps voulait étendre les partis du président. Et d'ailleurs, tous les présidents ont toujours cherché à pousser aussi loin que possible et à s'abstraire des contraintes. Et il faut savoir que même des présidents qu'on aime bien, entre guillemets, Lincoln ou bien Franklin Delano Roosevelt, ont eux aussi poussé ces limites assez loin. Mais des politistes ont écrit là-dessus et c'est intéressant. Eux, ils ont parlé de dictature constitutionnelle. C'est-à-dire que ces présidents, pendant un temps, ont effectivement poussé les limites un petit peu comme un article 16 en France. Mais dès que l'urgence est finie, ils ont cessé ce comportement. Et surtout, c'était une vraie crise, alors que Trump invente des crises ou prétend qu'il y a des crises. Et puis, dès que la crise a été finie, ils ont arrêté et tout était dans le but de sauver le pays, dans une sorte de but d'unité nationale. Alors que quand Trump prend ces mesures, c'est pour en appeler à sa base et pour désunir encore plus le pays. Mais ça veut dire qu'il y a un débat sur l'interprétation de la Constitution ? Complètement, oui, oui. Et ça va être intéressant parce que la Cour suprême va être amenée à statuer sur plusieurs choses. Le droit du sol qui a été mentionné dans le sujet, mais aussi sur est-ce que le président avait le pouvoir de révoquer les directeurs d'agence qu'il a révoqués. Alors, en 2020, la Cour suprême avait donné son feu vert, il me semble, puisqu'elle avait affirmé que le président peut librement nommer ou révoquer le directeur d'une agence sans devoir se justifier ni être limité par le Congrès. Là aussi, il y a un débat où ça va faire jurisprudence ? Disons que la Cour a le précédent, c'était de dire que le président ne pouvait pas limoger un directeur juste pour des raisons de désaccord. Ça, c'était la jurisprudence jusqu'à il y a 6 ans. Et puis, la Cour a déjà pris 2 décisions où on se rend compte qu'il y a une érosion du précédent. Et là, il faut penser que dans l'affaire où Trump a limogé ses directeurs, la Cour suprême, puisqu'il y a maintenant 6 conservateurs, dont des très très radicaux, comme le juge Thomas, le juge Alito, fasse basculer et que dorénavant, le président puisse, à son gré, limoger les directeurs. Et ça va être intéressant parce qu'il y a quelqu'un qui est sur un siège éjectable, mais qui a décidé qu'il ne quitterait pas son poste. Le président de la Fed. Exactement, Jérôme Powell, qui a dit « Ah bah oui, mais moi je ne bouge pas ». Et lui est encore en poste pour un peu plus d'1 an. Et ça a bousculé les marchés, voilà. C'est le cas de le dire. Est-ce que ça remet en cause l'indépendance de ces agences fédérales ? Ah oui, complètement. Surtout que là aussi, la Cour suprême a modifié sa jurisprudence il y a 1 an. Avant, les agences avaient la possibilité de réglementer dans les sujets pour lesquels le Congrès, qui les a créés, leur donnait compétence. Exemple, le Congrès a créé, d'ailleurs sous Nixon, l'Agence de protection de l'environnement. 2 lois ont été votées, la loi sur l'air propre, la loi sur l'eau propre. Et donc, au fil des années, parce que la science évoluait, les questions évoluaient, l'agence a pris des réglementations. Et c'était très bien accepté, y compris par les républicains. Mais
à partir du moment où il y avait des présidents démocrates qui donnaient des consignes beaucoup trop progressistes et réglementaires à leurs agences, la droite a essayé, via des actions en justice, de faire changer le précédent. Et ce précédent Chevron a été effectivement rayé de la carte il y a 1 an. Ça veut dire que les agences ont très peu de pouvoir maintenant. Donc, à partir du moment où le président peut nommer, révoquer les directeurs et où elles ont très peu de marge de manœuvre, parce que ce qu'a dit la Cour, c'est qu'il faut que le législateur explique clairement ce que peut faire l'agence. Ce qui est contre-productif. Le but, justement, de créer une agence, c'est de lui permettre, enfin, c'est le rôle des décrets et du pouvoir réglementaire. Ça permet d'avancer sans qu'il y ait besoin d'une loi. Donc, voilà, nous en sommes là. Donald Trump qui s'octroie aussi le droit de couper dans les budgets qui ont été votés par le Congrès. L'exemple le plus frappant, bien sûr, c'est l'USAID. 40 milliards de dollars suspendus. On en parlera un peu plus tard pour notre rendez-vous Afrique, mais qui sont à destination des pays les plus pauvres, les plus vulnérables. Est-ce que ça créer là un problème juridico-politique? Alors, première chose, il faut savoir que ces 40 milliards, c'est rien. C'est moins de 1% du budget. Mais bien sûr, Trump a commencé par cela parce qu'il savait que les Américains non seulement ne s'intéressent pas à l'aide internationale, mais sont convaincus que ça mange 1/3 du budget. Et donc, ils étaient très, très ravis que cette agence soit démantelée et que les fonds soient gelés. Alors, la question juridique est la suivante. L'article 1 donne pouvoir au Congrès de voter le budget. Donc, le Congrès a voté, et en particulier voté les sommes qui sont allouées au ministère, à l'Agence de protection de la... et à l'USAID. Donc, et ça s'appelle impoundment, quand un président veut ne pas dépenser ses sommes. Nixon a essayé de le faire, et la Cour suprême lui a dit non, c'est pas possible. Et il y a une loi qui a été votée qui essaie d'expliquer dans quelles conditions bien précises le président pourrait stopper ses versements aux agences. A priori, là aussi, la Cour suprême devrait dire la présidence n'avait pas le droit de faire telle et telle chose. C'est pour ça que c'est suspendu que 90 jours en attendant la décision de la Cour suprême? Non, c'est un petit peu comme les droits de douane. C'est une question de gagner du temps. Pas tout de suite la Cour suprême, parce qu'en fait, ces décisions de suspension, c'est l'équivalent de nos référés en France. Ce sont des décisions d'urgence. En disant, oh là là, ça a l'air dangereux, c'est compliqué, on bloque tout. Pour éviter, le critère en droit américain, c'est le préjudice irréparable. Donc, pour le moment, dans beaucoup d'affaires, on en est là. Ensuite, l'étape suivante, c'est la décision au fond, en première instance. Ensuite, la décision en appel, parce qu'il y aura un appel. Et peut-être, pour certaines affaires, la Cour suprême va les prendre, puisqu'elle a la possibilité de choisir les affaires qu'elle prend ou non. Donc, elle va prendre les plus importantes, impoundment, etc. Et on verra ce qu'elle va dire, mais pas tout de suite. Les décrets, Anne Lésine, 142 décrets en 100 jours. Oui. Biden en avait signé 42 sur les 4 ans de sa présidence. Voilà. Obama, 19. Est-ce qu'il contourne là le pouvoir législatif, le Congrès ? Ah mais complètement, parce que la plupart des décrets traitent de sujets qui sont des sujets législatifs ou constitutionnels. Lorsqu'il essaie de... Mais il n'y a pas de levée de bouclier de la part des sénateurs, des représentants? Parce que, alors, les démocrates sont très très mauvais, ils sont sous le choc, mais cela étant, ils sont minoritaires. Et dans le fonctionnement du Congrès, quand on est minoritaire, on ne peut rien faire. On ne peut pas lancer une enquête, on ne peut rien faire. On ne peut pas demander au département de la justice d'enquêter, on ne peut rien faire. Quant aux républicains, ils sont totalement inféodés à Trump parce qu'ils ont peur de lui. S'ils élèvent la voix, ils savent que Trump va fomenter une candidature contre eux aux élections primaires. Musk va déverser quelques millions de dollars et ils vont perdre leur siège. Et ces braves élus républicains font passer leur petit intérêt personnel avant l'intérêt du pays. L'international, le flou, la provocation, les menaces, ce sont en quelques mots la stratégie de Donald Trump, que ce soit sur l'Ukraine ou Gaza. Le président américain impose ses choix, mais au final, ses propositions ne produisent rien de concret. Thibaut Francesquet a rassemblé plusieurs de ses déclarations. Les États-Unis prendront le contrôle de la bande de Gaza et nous ferons du bon travail. Et je ne veux pas faire le malin, je ne veux pas être un sage, mais la Riviera du Moyen-Orient, cela pourrait être quelque chose qui pourrait être si magnifique. Quand je dis mettre fin, je veux obtenir un accord très rapidement. Je connais les deux parties, on peut l'obtenir vraiment très rapidement. C'est possible uniquement à travers la présidence, car vous contrôlez l'argent qui entre et qui sort. Vous pouvez l'obtenir. J'obtiendrai cet accord en 24 heures.
Voilà, les 24 heures sont devenues 100 jours et Anne Désine, on attend toujours un accord sur l'Ukraine. Est-ce que ça résume bien finalement ce qu'il se passe, des annonces de campagne, de meetings, et puis ensuite on attend quelque chose de concret? Oui, mais c'est Trump. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il y ait suffisamment de gens qui l'aient cru, alors qu'ils avaient bien vu combien et comment il fonctionnait durant le premier mandat, et que donc il a été réélu, parce qu'il a été réélu de façon tout à fait légitime. Il n'y a pas tout à fait la majorité absolue, mais il a été élu avec 49,5% des voix. Donc, il faut se poser des questions sur le climat de désinformation qui règle aux États-Unis. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. On se plaint beaucoup en France des médias possédés par de l'Arcom qui n'est pas assez, etc. Mais nous avons un certain nombre de garde-fous. Nous avons les RGPD au niveau européen, le règlement sur les services numériques, ce qui fait que pour le moment, nous avons quand même encore un débat public acceptable. Il y a un peu de désinformation, etc. Mais c'est jouable. Aux États-Unis, ce n'est plus le cas. Tous les garde-fous sont tombés. Il y avait une règle qui s'appelait règle de temps égal, qui a été éliminée par les républicains dans les années 70 ou 80. Il n'y a pas d'Arcom, il n'y a rien du tout. Et les réseaux sociaux n'ont absolument pas l'obligation de modérer. Donc ils peuvent mentir, laisser circuler les pires mensonges, les théories du complot. Et donc, en fait... Mais même la Cour suprême, excusez-moi, ça ne reste pas un garde-fou. Elle n'a quand même pas validé ce que disait Donald Trump, le vol de l'élection. Elle a validé au contraire des enquêtes contre lui. Alors, sur un sujet précis, y a-t-il fraude? Elle a dit non, il n'y a pas eu de fraude. Mais c'est elle qui a accrédité une vision totalement absolutiste du premier amendement, donc de la liberté d'expression, qui dit on peut tout dire. Alors qu'en Europe, on considère qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de nier. On ne peut pas nier l'Holocauste, par exemple. Il y a des insultes raciales qu'on n'a pas le droit de proférer. Il n'y a absolument pas ces interdictions aux États-Unis. Et il n'y a en particulier pas l'interdiction du mensonge. Rappelez-vous, le premier mandat, Trump a prononcé 40 000 mensonges en 4 ans. Et au cours des 6 derniers mois, il n'était pas rare que dans une journée, il prononce 60 à 70 mensonges. C'est incroyable. Mais donc, là aussi, je pense que l'électeur, il se dit, oui, il en rajoute, mais c'est pas grave. C'est-à-dire, il y a toujours une sorte de distanciation par rapport à ses propos. Sauf que, effectivement, il est incapable, bien sûr, d'amener la paix et dans le conflit israélo-palestinien et l'attaque russe et la guerre en Ukraine. Mais... ses électeurs lui donnent une sorte de bénéfice du doute. Bon, il a raison, il donne des coups de pied dans la fourmilière, ça ne peut pas être pire, de toute façon, il ne se passait rien avant. Et là, on nous annonce un recul surprise du PIB des États-Unis, et Trump vient de réagir. Ce ralentissement, c'est la faute de Biden. C'est toujours la même rhétorique, et ça marche à chaque fois. Oui, alors là, je ne suis pas sûre que ça va marcher indéfiniment. Nous n'avons pas parlé des sondages, et aux sondages, on peut leur faire dire n'importe quoi, mais il a quand même beaucoup baissé, et il a baissé en particulier sur l'économie, qui était son point fort. Donc les choses ne vont peut-être pas être aussi bonnes que ça pour M. Trump indéfiniment. Une dernière question sur le éventuel 3e mandat, parce que Donald Trump en parle et il a même édité des casquettes 2028. Oui. Est-ce que c'est imaginable? C'est totalement inconstitutionnel. Et en fait, pratiquement, je ne vois pas très bien comment ce serait possible, parce que cela voudrait dire qu'il y aurait un simulacre de convention en août ou en septembre, des républicains qui, de nouveau, désigneraient quelqu'un qui, par définition, ne peut pas être candidat. La dernière fois, c'était facile, il s'est accroché au pouvoir. Là, c'est plus compliqué, parce que il pourrait effectivement s'accrocher au pouvoir, mais théoriquement, il devrait y avoir un simulacre d'élection. Ou alors, il y a toute la théorie du complot qui dit que il y aurait un autre ticket avec peut-être son fils, J.D. Vance, lui-même en vice-président, et au dernier moment, le premier du ticket... On n'est pas au bout de nos surprises. Non, exactement. Merci beaucoup, Anne Désine. Merci d'être venue.